Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 mars 2015. 2015, oui. 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Eh bien, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ma webcam. Vous le savez, métamorphose amoureuse. Je suis devenu l'exilé amoureux hors de sa bibliothèque. C'est étonnant, à 53 ans, de voir sa vie à nouveau bouleversée, mais nous sommes vivants, alors nous sommes prêts à vivre des bouleversements. Mais je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a bouleversé, justement, le film L'Empreinte, réalisé par Carole Poliquin et Yvan Dubuc, et dont l'animation est assurée par Gildor Roy, qui est plutôt bon là-dedans, je dirais. On sent que ce ne sont pas des questions préparées. J'ai aimé le ton spontané. Et c'est un documentaire, L'Empreinte, sur ce qui s'est passé au début de la colonie, le métissage. Et depuis longtemps, on discutaille, on se dispute pour savoir quel est le degré de sang amérindien qui peut couler dans les veines des Québécois. Et à mon sens, cette question-là prend beaucoup trop de place et elle obstrue la question fondamentale du métissage culturel, du métissage anthropologique, qui n'a pas manqué de survenir dès les premiers moments de la colonie. On peut le voir avec les récits d'Étienne Brûlé, par exemple, l'expérience d'Étienne Brûlé, qui a appris très rapidement les langues indigènes et qui est devenu lui-même un Amérindien blanc. Combien l'univers culturel des Amérindiens a pu transformer et façonner en profondeur l'univers des premiers colons. Et cette aventure franco-amérindienne a quand même duré un siècle et demi. Et elle a persisté à la suite de la défaite sur les plaines d'Abraham, comme on peut le constater, mais ce n'est pas ici mentionné dans le film, avec la fameuse conquête de l'Ouest canadien. Dernièrement, la Cour supérieure a accepté d'entendre la contestation d'une contravention rédigée uniquement en anglais d'un citoyen canadien-français de la province de l'Alberta. Et lui, il s'appuie sur une promesse qu'a fait la reine Victoria de protéger les droits ancestraux des résidents des territoires de Rupert qui allaient si je ne m'abuse, de la Saskatchewan presque jusqu'à la Colombie-Britannique, en tout cas, qui englobait l'Alberta et le Manitoba. Et qui était peuplé, ce territoire de Rupert, par des Métis, des Amérindiens et des Canadiens français. Et c'était absolument impossible de les distinguer et tous partageaient une langue commune qui les fédérait les uns les autres, le français. Alors, cette promesse faite de la reine Victoria aux alentours de 1890, eh bien voilà, aujourd'hui, on s'en réclame pour défendre des droits qu'on pourrait dire presque ancestrales. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Étonnant pays où les Québécois ne se connaissent pas. Car cette question de notre identité métissée a été une question qui a été évacuée des livres d'histoire, forcément car l'Église, les clercs de l'Église, qui ont su assurer la protection de la langue française, en ont profité également pour réécrire à leur manière l'histoire. Il faut se rappeler que le règne de l'Église catholique au Québec a duré de 1850 environ jusqu'en 1950. Un siècle. Un siècle où on s'est réinventé un passé français
l'agriculteur, un passé où l'agriculteur était au centre de notre histoire, en prenant bien soin d'arracher toutes les plumes qu'il pouvait avoir dans nos arbres généalogiques, et surtout d'éradiquer cet esprit-là d'ensauvagement qui a été le nôtre dès le début. Alors, ne pas comprendre cette dimension de l'ensauvagement des Québécois, eh bien, c'est faire l'impasse sur ce que nous sommes. Et on aura compris aisément les raisons politiques, hein, de division que le conquérant, oui, anglais, a su établir entre nous. Alors, c'est un magnifique film. Je ne dirai rien ni sur la musique, ni sur les images. Mais je ne dirai rien parce que, bon, les images sont magnifiques. La musique est également magnifique. Elle est de Joran. Mais pour moi, c'est secondaire. Pour moi, un bon film, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord des dialogues et c'est d'abord un jeu de comédiens. Et là, les comédiens, ben, ce ne sont pas des comédiens, ce sont des anthropologues, des historiens, des poètes, poétesses. Joséphine Bacon, là-dedans, qui est absolument remarquable, les propos qu'elle tient, les yeux bleus d'ailleurs. Elle aussi, elle est métissée. On pourrait en parler aussi du métissage des Amérindiens, car eux aussi ont été métissés. Et eux aussi sont pris avec cette part-là, cette part occultée, qui est leur héritage français également. Alors nous sommes tous métis. Si nous ne le sommes pas par le sang, nous le sommes par la culture, nous le sommes par le territoire, nous le sommes par le vent, nous le sommes par l'aménagement, nous le sommes par la botanique, nous le sommes par les légendes, nous le sommes par le récit. Mais ce récit-là, ce récit nôtre, nous a été dérobé, nous a été confisqué, et il a été réarrangé de telle manière que cette part-là ensauvagée de nous, qui est peut-être, en tout cas, une part formidable, eh bien, nous n'en ayons pas conscience. On aura compris que le jour où nous réaliserons que nous n'avons pas, et ça ici, c'est un point sur lequel je tiens à insister, les Québécois n'ont pas un passé ethnocidaire. Alors, quand une certaine gauche tiers-mondiste, culpabilisée, nous serre à l'envie que nous avons sur nos mains le sang des Amérindiens, eh bien, il y a de quoi être en colère. Et que nous nous retrouvons, nous, descendants franco-indiens, que nous nous retrouvons, dis-je, nous, descendants franco-indiens, dans le même box des accusés que les conquistadors espagnols ou les Américains qui ont fait la conquête de l'Ouest, ou les Anglais, les Hollandais, eh bien, il y a de quoi hurler de rage, car en réalité, nous sommes dans le box des victimes. Et nous portons, et on a fait porter sur notre épaule une projection qui n'est pas la nôtre. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit qu'au fond, on est une gang de descendants normands et bretons, qu'on a fait venir des prostituées, les filles du roi qui n'étaient pas des prostituées, qu'on les a fait venir par plein bateau, et que nous nous sommes accrochés à l'agriculture pour survivre et que nous avons été embrigadés par l'Église catholique. Quant à moi, je pense que l'Église catholique n'a jamais mordu sur notre esprit, qu'au fond, elle n'a jamais pénétré nos consciences. De là, la désaffection rapide et brutale de laquelle elle a été l'objet. Je pense à ma grand-mère, ma propre grand-mère, qui était une métisse, qui avait des valeurs métisses, ma propre grand-mère qui ne se plaignait jamais, qui faisait preuve d'un sang-froid, d'un détachement par rapport aux biens matériels, qui n'avait pas le sens de la hiérarchie. Eh bien, lorsqu'elle a fait son voyage de noces à New York, eh bien, qui lui a rendu visite? Le curé de la paroisse, accompagné de sa maîtresse, et à ce que je sache, ce n'était là l'objet d'aucune récrimination de la part des ouailles de ce pasteur, car cela allait de soi que même un homme de Dieu
un chaman, eh bien, est une amoureuse dans sa vie. Il y a tant à dire, je vais y revenir, mais je voudrais, nous tous, Québécois, que nous nous dégagions une fois, enfin, de ce sentiment de culpabilité. Nous nous sommes mêlés par le sang, par l'esprit, aux Amérindiens. Nous avons dans notre bagage, dans notre histoire, une histoire qui est vieille de 12 000 ans. De là peut-être aussi un certain détachement, même par rapport à la question nationale. Nous savons que nous avons tout le temps devant nous. Nous savons que, comme le disait mon ami policier qui vote pour Québec solidaire, nous sommes déjà indépendants. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui là-dessus. Moi, je pense que nous devons finir le travail. Mais il est bien possible que cette espèce d'apparente apathie, au fond, cache une assurance incroyable, une tranquillité souveraine, un détachement supérieur, qu'au fond, cette part asiatique, hein, ça serait assez inimaginable d'imaginer qu'au fond, nous ayons une part asiatique dans notre psyché, eh bien, nous fasse prendre les choses avec un brin de sérénité et que nous soyons également extrêmement zen sur pratiquement toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés. Je vais revenir sur ce film majeur, je vous invite à aller le voir, vous vous en doutez bien. J'ai été ravi, c'est toutes des choses que je savais cependant. Oui, ayant lu Denis Delage, ayant lu également Jean Morissette, et même mon propre père, qui est un poète ethnographe, qui a recueilli au début des années 70 des contes amérindiens et des contes des coureurs des bois, parce que beaucoup pourraient se désoler de ne pas avoir une goutte de sang amérindien dans leur arbre généalogique, mais pas un Québécois n'a pas eu des coureurs des bois. Juste dans mon propre arbre généalogique, il y a 9 coureurs des bois. Vous imaginez la vie des coureurs des bois? On ne les embrigadait pas. Ils se promenaient à travers le continent qu'ils ouvraient. Ils apprenaient des langues autochtones. Ils échangeaient avec eux. Les conteurs canadiens et français étaient très appréciés par les Amérindiens. Et en plus, ils s'adonnaient librement au plaisir du corps sans ressentir la honte instillée par une certaine religiosité qui, au fond, n'a jamais pris sur nous. Il faut bien voir ça. Et on ne doit pas cela à notre sang latin, on doit cela peut-être à notre sang amérindien. Il y a tant à dire, il y a tant à faire pour réfléchir à cette question du métissage, pour réfléchir à comment cela a structuré notre esprit, comment cela a transformé en profondeur notre langage, notre rapport au monde. C'est vrai que les Québécois, beaucoup d'Européens, quand ils arrivent ici, se sentent largués, ne comprennent pas que nous n'ayons pas le sens de la hiérarchie et que nous n'ayons pas également le sens de l'admiration. Cela va ensemble. Car nous fonctionnions en cercle, et non pas de haut en bas, mais par le partage d'informations. Et ça, c'est très différent de ce que nous vivons et qu'on nous, à l'instar de tous les peuples européens et de tous les peuples de la planète, eh bien, on nous impose cette vision hiérarchique des rapports humains, vision que nous récusons dans notre inconscient, mais que nous ne savons pas pourquoi, car nous ignorons nos racines. Je vais revenir sur cette question-là, qui est à mon sens fondamentale, et qui l'est d'autant que le combat pour l'indépendance politique est loin d'être terminé, et qui peut-être ne s'arrêtera-t-il jamais. Cela importe peu. Au fond, l'important, c'est de rester indépendant. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, mais bientôt. Je salue ici mon ami Alain Trempe, qui m'a morigéné sur ma page Facebook, me rappelant que je devais parler de la bibliothèque perdue.
Je vais y revenir. Présentement, je campe littéralement chez mon amoureuse française, qui est de plus en plus ensauvagée par mes bons soins. Et elle me racontait, tenez, je vais conclure là-dessus, elle me racontait que lorsqu'elle est arrivée au Québec, il y a déjà quelques années, elle ne comprenait absolument rien à notre sabir, à notre langue. Et la semaine dernière, nous sommes allés dans un endroit que nous fréquentons. Et puis, le propriétaire des lieux, tout fier de lui montrer son certificat de francisation. Car le gouvernement du Québec donne aux entreprises et aux commerces un certificat prouvant que le propriétaire des lieux respecte la loi 101, c'est-à-dire la langue française. Et je lui faisais noter que si elle avait eu à écouter les propos de ce propriétaire il y a quelques années lors de son arrivée, sans doute elle n'y aurait rien compris. Elle n'aurait rien compris également de sa fierté à parler une langue commune qu'elle ne comprenait pas elle-même. Il lui aurait tendu le certificat, ravi, et sans doute elle n'y aurait vu que du feu. Maintenant, elle a compris. Maintenant, elle a compris, cette amoureuse ensauvagée, a mieux compris le Québec que beaucoup de nos compatriotes. Une pure merveille, cette Française ensauvagée qui me disait qu'elle ne serait peut-être jamais tout à fait des nôtres, ce à quoi je ne suis pas d'accord. La tribu l'a adoptée. Elle est des nôtres, dorénavant. Et c'est ça aussi qui nous choque dans cette vision-là du multiculturalisme canadien, où chaque communauté culturelle est confinée dans son secteur. Personne ne se parle. Le Canada a un grand centre d'achat où chacun reste confiné sur son territoire, dans sa langue, dans sa culture. Eh bien, le Québécois, vu son histoire métissée, eh bien, refuse viscéralement le multiculturalisme canadien. Il refuse cela. Et il faudra bien nous expliquer à nous-mêmes pourquoi. Alors, mon amoureuse ensauvagée, tire-toi une bûche. Bienvenue dans la tribu. Merci, bonne journée. Vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma librairie d'occasion, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, 514-736-0999. Et quoi d'autre encore? Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Ciao.